Merci beaucoup, merci pour votre invitation aussi. Oui, les livreurs sont un collectif de lecture à voix haute, domaine qui n'était encore pas très connu, pratiqué en France du moins, puisqu'il est beaucoup plus en Allemagne et dans certains pays anglo-saxons jusqu'à quelques années. Alors ça se répand maintenant, il y a des séries d'enregistrements, souvent d'ailleurs avec des comédiens en réalité assez célèbres. Alors nous, on promeut plutôt une forme d'anonymat de la lecture, c'est-à-dire que souvent on ne se connaît même pas nos noms quand on intervient dans un spectacle. Ça peut prendre la forme de spectacle, alors dans des salles, parfois même des boîtes de nuit, on a fait ça, avec de la danse, des lectures, parfois des improvisations avec des musiciens, parfois de la lecture seule sur des thématiques spécifiques. Et on intervient aussi beaucoup en formation de lecture et de prise de parole également en bibliothèque, en université, en école, dans différents types de lieux. Voilà, il y a un site qui est très très bien fait, qui s'appelle Les Livreurs, où vous avez toutes les informations et des extraits aussi audio, vidéo, si vous êtes intéressé à aller voir notre travail. Donc, je vais vous lire quelques textes sur le sujet qui est le vôtre. Alors, parfois, il sera abordé de manière peut-être un petit peu détournée, voire pour quelques textes légèrement humoristiques. C'est souvent par le biais de la fiction, mais pas uniquement, comme vous allez voir. Je vais donner bien sûr les références des textes, parfois avant, parfois après, pour que vous puissiez un petit peu cogiter. Voilà. Alors, je commence par un discours de réception à l'Académie française dont je pense que vous devinerez l'auteur. Messieurs, comme il convient, je commence par vous remercier de m'avoir, honneur sans précédent, accueilli parmi vous. Vous m'avez accueilli, dis-je, entouré, accompagné d'une troupe invisible de femmes qui auraient dû peut-être recevoir beaucoup plus tôt cet honneur, au point que je suis tentée de m'effacer pour laisser passer leurs ombres. Toutefois, n'oublions pas que c'est seulement il y a un peu plus ou un peu moins d'un siècle que la question de la présence de femmes dans cette assemblée a pu se poser. C'était vers le milieu du XIXe siècle que la littérature est devenue en France pour quelques femmes, tout ensemble, une vocation et une profession. Et cet état de choses était encore trop nouveau peut-être pour attirer l'attention d'une compagnie comme la vôtre. Madame de Staël eût été sans doute inéligible de par son ascendance suisse et son mariage suédois. Elle se contentait d'être un des meilleurs esprits du siècle. George Sand eût fait scandale par la turbulence de sa vie, par la générosité même de ses émotions qui font d'elle une femme si admirablement femme. Colette, elle-même, pensait qu'une femme ne rend pas visite à des hommes pour solliciter leur voix. Mais remontons plus haut. Les femmes de l'Ancien Régime, reines des salons et plutôt des ruelles, n'avaient pas songé à franchir votre seuil. Et peut-être eussent-elles cru déchoir en le faisant de leur souveraineté féminine. Elles inspiraient les écrivains, les régentaient parfois, et fréquemment ont réussi à faire entrer l'un de leurs protégés dans votre compagnie, coutume qui, m'assure-t-on, a duré jusqu'à nos jours. Elles se souciaient fort peu d'être elles-mêmes candidates. On ne peut donc prétendre que dans cette société française si imprégnée d'influences féminines, l'Académie ait été particulièrement misogyne. Elle s'est simplement conformée aux usages qui volontiers plaçaient la femme sur un piédestal, mais ne permettaient pas encore de lui avancer officiellement un fauteuil. Je n'ai donc pas lieu de m'enorgueillir de l'honneur si grand, certes, mais quasi fortuit et de ma part quasi involontaire qui m'est fait. Je n'en ai d'ailleurs que plus de raison de remercier ceux qui m'ont tendu la main pour franchir un seuil. Alors, vous l'aurez peut-être reconnu parmi les huit, c'est Marguerite Yourcenar. Voilà. Marguerite. Pas beaucoup de souvenirs des autres Marguerites. Elle ne connaît pas bien l'histoire.
Les promesses de liberté que les vagues et le vent s'en allaient répétant se brisaient le long des murs des édifices, fleuris de roses et de pampres de l'Afro-Boîte. Il n'y avait pas de liberté dans ces rues, ces ruelles, ces places ambiguës, débordant de seuls hommes avec des canotiers, des cannes arrogantes, épiés par des ombres féminines, cachées derrière les rideaux des fenêtres, ou dans l'obscurité des pauvres rez-de-chaussée à la porte toujours entrouverte. Le palais de la Via Etnea déployait une kyrielle de salons hostiles, où 2 jours après notre arrivée, une procession de femmes impeccablement habillées, avec des gants blancs ou noirs et de petits chapeaux à fleurs, commença à défiler devant nous, en ouvrant et refermant ses éventails et prodiguant protection et conseil. « Oh, Jésus-Marie, non, seul à l'opéra? Non, non, il y a notre loge, ma chère nièce. Absolument, on a déjà beaucoup parlé de votre absence de dimanche. Bien sûr, vous étiez fatigué du voyage, bien sûr. Mais s'il vous plaît, mes colombes, la messe de midi dimanche, c'est la tradition, absolument. Aller seul au café, oh non, oh, c'est inadmissible, cousine, inadmissible. Bien sûr, c'est vraiment malheureux de n'avoir pas un frère, un mari. Oh, cinématographe, cette diablerie moderne. Oh, nous n'y allons jamais, excepté en de rares occasions, et toujours à condition que l'un de nos hommes se soit d'abord assuré qu'il ne s'agisse pas d'un film trop licencieux. Un film qui traite d'un sujet historique, dites-vous, cousine. Allons donc. L'histoire, comme par avant, a de scènes inconvenantes. Petite femme décolletée, bacchanale, passons, passons. Hier, j'ai failli avoir une attaque en entendant mon petit-fils inciter sa sœur à se couper les cheveux comme le font toutes ces folles furieuses du continent, les suffragettes. Mon mari, qui les a vues à Milan, dit qu'on croirait des hommes avec ses cheveux courts, leur absence de corset. Il ne leur manque plus que de mettre des pantalons et amen, on ne respecte plus rien. Si je puis me permettre, chers amis, vous lisez trop, ça fait mal aux yeux. Mon oncle médecin affirme que lire donne des rides. Gaïa, vous y autorisez? Oh, naturellement, toujours original. Hein. Femme de grande valeur, je ne dis pas, mais trop. Pour me faire respecter au sein du domaine, je me mis à étudier sur les cartes, les limites, les terrains, les murs mitoyens de ces immenses propriétés. Il y avait toujours quelques procès en cours. Le code civil, la princesse Gaïa me l'avait donné en me disant « Regarde bien, c'est la seule façon de ne pas se faire trop escroquer par les avocats, les courtiers et notaires. » De plus en plus obsédée par les chiffres et les comptes, je ne dormais plus. Me tournant et me retournant dans le lit, je me cognais au mur de cette prison de paiement, impôts fonciers, contrats de location. Gardes champêtres et contremaîtres peinaient à percevoir les loyers. Les paysans relevaient la tête. La campagne ne rapportait pas, les salaires avaient triplé. Pour lire quelques livres, j'avais sacrifié des heures et des heures de sommeil. Le piano se taisait. Dans quel piège étais-je tombée? Je portais à bout de bras cette espèce d'immense royaume qui prenait l'eau de toutes parts. Comme Gaïa, je ne dormais plus. Je comprenais à présent son regard obsédé, sa façon de rester tout le temps enfermée dans son bureau, occupée à mener cette bataille impossible. À quoi s'était-elle donc sacrifiée? Au devoir d'un nom à maintenir bien haut dans la considération des autres ou à ses propres yeux? De fait, tous ces avocats, banquiers, notaires avaient comme elle ce regard sourd. Je devais fuir ces murs. Et ces hommes que j'avais tant admirés quand je m'occupais de l'administration à la Villa du Carmel, mais qui maintenant m'apparaissaient comme les détenus d'une prison qu'eux-mêmes s'étaient construite jour après jour. Si je peux me permettre, princesse, vous auriez dû naître homme. Naguère, cette phrase me semblait la plus haute reconnaissance qu'on pût recevoir des autres. Mais à présent, la terreur de devenir comme Gaïa m'oppressait la poitrine et m'ôtait la respiration. La ville instruisait ce pouvoir de coupoles majestueuses, de palais et de tours rapaces, barrait le passage au fourmillement misérable qui s'épuisait à servir et à sourire, rappelant à tous riches et pauvres d'accumuler de l'argent pour combattre la peur de la mort. Mot qui, en réalité, n'est pas plus effrayant que les mots maladie, esclavage ou torture. La mort, cette ligne d'arrivée, qui, si on ne la redoute plus, rend éternelle chaque heure pleinement savourée. Il fallait être libre, profiter de chaque instant, expérimenter chaque pas de cette promenade que nous appelons la vie.
libre d'observer, d'étudier, de regarder par la fenêtre, de guetter à travers cette forêt d'édifices chaque lumière qui de la mer se glisse entre les volets. Je vous ai lu un extrait de L'Art de la joie de Goliarda Sapienza, qui est édité bien sûr aux éditions du Tripod. On réédite toute son œuvre. À Mademoiselle Clémence de Bourges, lyonnaise. Étant le temps venu, mademoiselle, que les sévères lois des hommes n'empêchent plus les femmes de s'appliquer aux sciences et disciplines, il me semble que celles qui en ont la commodité doivent employer cette honnête liberté que notre sexe a autrefois tant désirée à Icelle apprendre, et montrer aux hommes le tort qu'ils nous faisaient en nous privant du bien et de l'honneur qui nous en pouvaient venir. Et si quelqu'une parvient en tel degré que de pouvoir mettre ses conceptions par écrit, le faire soigneusement, et non dédaigner la gloire, et s'emparer plutôt que de chaînes, anneaux et somptueux habits, lesquels ne pouvons vraiment estimer nôtres que par usage. Mais l'honneur que la science nous procurera sera entièrement nôtre, et ne pourra être ôté ni par finesse de larron, ni force d'ennemi, ni longueur du temps. Si j'eusse été tant favorisé des cieux que d'avoir l'esprit grand assez pour comprendre ce dont il a eu envie, je servirais en cet endroit plus d'exemple que d'admonition. Mais ayant passé partie de ma jeunesse à l'exercice de la musique, et ce qui m'a resté de temps l'ayant trouvé court pour la rudesse de mon entendement, et ne pouvant que moi-même satisfaire au bon vouloir que je porte à notre sexe, de le voir non en beauté seulement, et en science et vertu passer ou égaler les hommes, je ne puis faire autre chose que prier les vertueuses dames d'élever un peu leur esprit par-dessus leur quenouillé fuseau et s'employer à faire entendre au monde que si nous ne sommes faites pour commander, si ne devons-nous être dédaignés pour compagnes, tant est-ce affaire domestique que publique de ceux qui gouvernent et se font obéir. Et outre la réputation que notre sexe en recevra, nous aurons valu au public que les hommes mettront plus de peine et d'études aux sciences vertueuses, de peur qu'il n'ait honte de voir les précéder, celles desquelles ils ont prétendu être toujours supérieurs, quasi en tout. Pour ce, nous faut-il animer l'une l'autre à si louable entreprise, de laquelle ne devait éloigner ni épargner votre esprit, déjà de plusieurs et diverses grâces accompagnées, ni votre jeunesse et autres faveurs de fortune, pour acquérir cet honneur que les lettres et sciences ont accoutumé porter aux personnes qui les suivent. S'il y a quelque chose recommandable après la gloire et l'honneur, le plaisir que l'étude des lettres a accoutumé donner nous y doit chacune inciter, qui est autre que les autres récréations, desquelles, quand on a pris tant que l'on veut, on ne peut se vanter d'autre chose que d'avoir passé le temps. Mais celle de l'étude laisse un contentement de soi qui nous demeure plus longtemps. Car le passé nous réjouit et sert plus que le présent. Mais les plaisirs des sentiments se perdent incontinent et ne reviennent jamais, et en est quelquefois la mémoire autant fâcheuse comme les actes ont été délectables. Davantage, les autres voluptés sont telles que quelques souvenirs qui en viennent, si ne nous peut-il remettre en telle disposition que nous étions, et quelque imagination forte que nous imprimions en la tête, si connaissons-nous bien que ce n'est qu'une ombre du passé qui nous abuse et trompe. Mais quand il advient que nous mettons par écrit nos conceptions, combien que puis après notre cerveau court après une infinité d'affaires et incessamment remue, si est-ce que longtemps après reprenant nos écrits, nous revenons au même point, à la même disposition où nous étions. L'or nous redouble notre aise, car nous retrouvons le plaisir passé qu'avons eu, ou en la matière dont nous écrivions, ou en l'intelligence des sciences où l'or étions à donner. Et outre ce, le jugement que font nos secondes conceptions des premières nous rend un singulier contentement. Ces deux biens qui proviennent d'écrire vous y doivent inciter, étant assurés que le premier ne faudra d'accompagner vos écrits, comme il fait tous vos autres actes et façons de vivre. Le second sera en vous de le prendre ou de l'avoir point, ainsi que ce dont vous écrirez vous contentera. Quant à moi, tant en écrivant premièrement ces jeunesses
qu'en les revoyant depuis, je n'y cherchais autre chose qu'un honnête passe-temps et moyen de fuir oisiveté. Et n'avais point intention que personne que moi l'ait dû jamais voir. Mais depuis que quelques-uns de mes amis ont trouvé moyen de les lire sans que j'en susse rien, et que, ainsi comme aisément nous croyons ceux qui nous louent, ils m'ont fait à croire que les devaient mettre en lumière. Je ne les ai osé conduire, les menaçant cependant de leur faire voir la moitié de la honte qui en proviendrait. Et pour ceux que les femmes ne se montrent volontiers en public seules, je vous ai choisi pour me servir de guide, vous dédiant ce petit œuvre, que je ne vous envoie à autre fin que pour vous assurer du bon vouloir, lequel de longtemps je vous porte, et vous inciter et faire venir envie en voyant ce bien œuvre rude et mal bâtie, d'en mettre en lumière un autre qui soit mieux limé et de meilleure grâce. Dieu vous maintienne en santé. De Lyon, ce 24 juillet 1555, votre humble amie Louise Labbé. Le texte provenait originellement d'une édition établie par Tancrède de Visan, mais j'ai, comme vous l'entendez évidemment, retranscrit ce texte dans un français un peu plus contemporain, sans quoi il aurait été difficile pour moi à lire et peut-être par moments un peu plus à comprendre, que je ne doute pas de votre science. Ah oui, bien sûr, c'est une question qu'on lui a souvent posée. Je dirais même qu'on a cessé de la lui poser, cette question, dès lors que la chef est devenue célèbre. Et comme si elle détenait un secret qu'elle allait bien par faiblesse, par lassitude, par indifférence, finir par révéler, ou par insouciance, ou par un accès soudain de générosité qui la ferait s'intéresser à tout ce que le métier tentait, et aussi une forme de gloire, en tout cas un renom certain. Oui, il y en avait beaucoup que cela fascinait à la fin. Cette réputation grandiose qu'elle s'était faite sans la rechercher. Et peut-être se disait-il, peut-être imaginait-il qu'elle gardait par-devers elle l'éclaircissement du mystère. Il voyait là un mystère, elle n'était pas très intelligente. Il se trompait 2 fois. Elle était terriblement intelligente, et par ailleurs, il n'est pas besoin de l'être autant qu'elle l'était pour réussir dans le métier. Elle aimait qu'on fasse fausse route à son sujet. Elle détestait être approchée, sondée, risquer d'être dévoilée. Non, non, elle n'a jamais eu de confident avant moi, elle avait trop de répugnance. On lui a très souvent posé la question qui me préoccupe également. Et à chaque fois, elle haussait les épaules, souriait de cet air qu'elle aimait se donner, un peu ahuri, lointain. Sincèrement ou trompeusement modeste, on ne savait trop. Elle répondait « Ce n'est pas difficile, il suffit d'être organisé. » Et quand on insistait et qu'elle se contentait de dire « Il suffit d'avoir un peu de goût, ce n'est pas difficile. » Elle détournait alors très légèrement son front haut, étroit, contractait ses lèvres minces comme pour signifier non seulement qu'elle ne parlerait pas davantage, mais qu'elle était prête à lutter pour empêcher qu'on lui desserre les dents par la force. L'expression de son visage, de son corps même, raidi, hermétique, distant, prenait alors quelque chose d'obtus, d'absurdement intransigeant, qui décourageait toute nouvelle question. On ne se reprochait pas d'être important, on la croyait idiote. La chef était formidablement intelligente. Comme j'aimais la voir se réjouir de passer pour une femme bornée. J'avais l'impression que cette connaissance malicieuse que nous avions tous les deux de sa grande finesse d'esprit tissait entre nous un lien qui m'était précieux et qui ne lui déplaisait pas. Que je n'avais pas exclusivement, car d'autres que moi, ceux qui la fréquentaient depuis longtemps, savaient son intelligence et sa perspicacité, et devinaient aussi qu'il lui importait de dissimuler celle-ci aux inconnus et aux indiscrets. Mais j'étais le plus jeune. Je ne l'avais pas connue avant, quand elle ne pensait pas encore à se cacher. J'étais le plus jeune et celui qui l'aimait le plus profondément, j'en suis certaine. C'est aussi qu'elle trouvait excessives les louanges dont on s'est mis à couvrir sa cuisine. Elle trouvait ridicules et affectées les tournures de ses éloges. Une question de style. Nulle part elle n'appréciait ni ne respectait l'emphase, le grand genre. Elle comprenait les sensations puisqu'elle s'appliquait à les faire naître, n'est-ce pas, et que leur manifestation sur la figure des convives l'enchantait. C'est tout de même bien ce à quoi elle s'évertuait jour après jour depuis tant d'années, presque sans repos. Mais les mots pour décrire tout cela lui paraissaient indécents. Je le savais bien, au silence têtu et froid dans lequel elle se réfugiait quand on la tirait de sa cuisine pour aller entendre un client désireux de la complimenter, lequel, intrigué, gêné ou excité par le mutisme de la chef, n'avait de cesse qu'il n'ait obtenu un semblant de réponse.
Alors pour en finir, elle secouait lentement la tête de droite à gauche, comme si trop modeste, elle souffrait de ce flot d'éloges. Elle ne disait rien, elle avait honte de s'exhiber ainsi dans sa nudité et celle du client qui ne s'en rendait pas compte. Ensuite, elle était de mauvaise humeur, comme si on l'avait critiquée ou insultée, plutôt flattée. Si j'avais assisté à la scène, je sentais qu'elle m'en voulait. Sa dignité avait été blessée devant moi. J'étais pourtant celui, je voudrais dire le seul, mais comment en être certain, dont rien n'aurait jamais pu altérer la vénération et la tendresse à l'égard de la chef. Pas même le spectacle d'un esclandre dans la salle, quand, ainsi que c'est déjà arrivé, aux critiques d'un client exceptionnellement mécontent, elle avait opposé comme toujours son silence hautain, et le client l'avait mal pris, se croyant méprisé, alors qu'il n'était qu'ignoré par pudeur à l'égal des admirateurs. C'est tout à fait exact. Les félicitations ne la mettaient pas plus à l'aise que les attaques. Celles-ci au moins se présentaient sans exaltation, et leurs mots ne prétendaient pas pénétrer le cœur et l'âme de la chef. Oui, c'est cela. Les reproches ne s'adressaient qu'au plat, au choix que la chef avait fait de telle association d'ingrédients. C'est ainsi que même le fameux gigot en habit vert, avant d'acquérir une si grande gloire qu'on ne peut plus aujourd'hui le discuter, s'était vu reprocher par certains son enveloppe d'oseille et d'épinards. Ils auraient préféré l'un ou l'autre, voire de la feuille de blette. Tandis que les congratulations versaient aussitôt dans le panégyrique de la chef. Et de là, dans le secret de ses intentions supposées, le désir de connaître son maître le plus vrai, celui qui seul avait pu lui faire créer ces plats sublimes. Une fois, la chef m'a dit de tout ce cinéma ce qu'elles sont. Elle affirmait aussi ne pas comprendre le tiers de ce qu'on écrivait au sujet de sa cuisine, confortant dans leur idée ceux qui ne la croyaient pas intelligente, qui la pensaient douée, bon, par hasard. Oui, il pensait que le dieu intraitable, le dieu exigeant de la cuisine avait jeté son dévolu pour prendre chair sur cette petite femme pas facile et un peu sotte. Comme je vous l'ai déjà dit, elle se trouvait bien d'être jugée sans astuce, elle s'échappait. Elle n'était pas de ceux qui, à force de jouer les idiots, le deviennent, car ils oublient que ce n'était d'abord qu'un rôle. Non, ce personnage la rendait seulement plus rusée, plus finaude, peut-être imperceptiblement cynique, je ne sais pas. Elle était féroce, elle était âpre. J'ai toujours pensé néanmoins que la jeune fille avide de plaire, d'enchanter son monde tout en restant derrière la porte à travers laquelle il lui suffit pour se réjouir d'entendre les murmures de satisfaction des convives, savourant ce qu'elle a imaginé et préparé. Que cette fille solitaire en quête d'amitié et de mansuétude était demeurée tapie dans la poitrine de la chef et qu'elle s'étirait, parfois modelant d'un coup différemment le visage de la chef, tempérant ses propos, la surprenant elle-même. Reste qu'elle était ambitieuse, oui, pourquoi pas. Elle voulait être quelqu'un, mais selon son idée, sans chichi, sans qu'il soit besoin d'en parler, quelqu'un qu'on n'oublie pas, même si, finalement, on n'a jamais rencontré. Alors, je vous ai lu un extrait de La Chef, roman d'une cuisinière de Marianne Diaye, publié chez Gallimard. Alors, un texte assez bref, qui est la préface d'Émilie du Châtelet à sa traduction de la fable des abeilles de Mandeville. Je suis persuadée que bien des femmes ou ignorent leur talent par le vice de leur éducation, ou les enfouissent par préjugés et faute de courage dans l'esprit. Ce que j'ai éprouvé en moi me confirme dans cette opinion. Le hasard me fit connaître de gens de lettres qui prirent de l'amitié pour moi, et je vis avec un étonnement extrême qu'ils en faisaient quelque cas. Je commençais à croire alors que j'étais une créature pensante. Mais je ne fis que l'entrevoir, et le monde, la dissipation pour lesquels seul je me croyais né, emportant tout mon temps et toute mon âme, je ne l'ai cru bien sérieusement que dans un âge où il est encore temps de devenir raisonnable, mais où il ne l'est plus d'acquérir des talents. Cette réflexion ne m'a point découragée, je me suis encore trouvée bien heureuse d'avoir renoncé au milieu de ma course aux choses frivoles qui occupent la plupart des femmes toute leur vie, voulant donc employer ce qui m'en reste à cultiver mon âme et sentant que la nature m'avait refusé le génie créateur qui fait trouver des vérités nouvelles, je me suis rendu justice et je me suis bornée à rendre avec clarté celles que les autres ont découvertes
et que la diversité des langues rende inutile pour la plupart des lecteurs. Dorothea, assise dans le boudoir d'un bel appartement de la Via Sestina, sanglotait amèrement. S'abandonnant à ce soulagement d'un cœur accablé, comme peut se le permettre lorsqu'elle sait sa solitude garantie, une femme qui se domine habituellement par orgueil pour son propre compte et par égard pour les autres. Pourtant, Dorothea n'était pas en mesure de formuler un quelconque grief nettement défini. Au beau milieu de ses pensées, de ses émotions confuses, l'acte mental qui s'efforçait d'atteindre la clarté était un cri d'auto-accusation qui rendait sa propre pauvreté spirituelle responsable de son sentiment de désolation. Elle avait épousé l'homme de son choix. Dès le premier instant, elle avait considéré M. Casaubon comme ayant un esprit tellement supérieur au sien qu'il devrait souvent se consacrer à des études auxquelles elle ne pourrait participer activement. Il y avait 5 semaines que Dorothea était à Rome, et pendant ces matinées aimables où l'automne et l'hiver paraissent marcher la main dans la main, comme un vieux couple heureux dont un membre va bientôt survivre dans une solitude plus froide, elle s'était promenée. On lui avait fait visiter les meilleurs musées, on l'avait menée voir les plus beaux points de vue, on lui avait montré les plus imposantes verrières. Que l'on conçoive ce contraste. Les gigantesques révélations de cette cité impériale et papale venant brusquement bousculer les idées d'une jeune fille élevée dans le puritanisme anglais et suisse, nourrie de succinctes histoires protestantes et d'un art appartenant surtout au genre de la peinture sur écran à main. Une jeune fille dont le naturel ardent transformait en principe tout son modeste stock de connaissances et dont les vives émotions conféraient aux réalités les plus abstraites une qualité de plaisir ou de peine. Une jeune fille qui venait de devenir épouse et après l'acceptation enthousiaste de devoirs encore à découvrir, se trouvait précipitée dans des préoccupations tumultueuses concernant son destin personnel. Quoi qu'il en soit, Dorothea pleurait. Et si on l'avait priée de dire pourquoi, elle n'aurait pu le faire qu'en employant des termes généraux. Exiger plus de précision l'eût condamné à essayer de retracer l'histoire des lumières et des ombres. En effet, ce nouvel avenir réel qui remplaçait l'imaginaire tirait sa substance des détails à n'en plus finir, par lesquels sa vision de M. Casaubon et de la relation conjugale changeait progressivement d'un mouvement invisible comme celui de l'aiguille d'une montre par rapport à ce qu'elle avait été dans son rêve de jeune fille. M. Casaubon était-il moins savant autrefois? Sa manière de s'exprimer avait-elle changé? Avait-il perdu son sens de la chronologie ou sa capacité d'énoncer non seulement une théorie, mais les noms de ceux qui la soutenaient? Ou sa faculté d'indiquer sur demande les têtes de chapitre de n'importe quel sujet? M. Casaubon avait un caractère aussi authentique que n'importe quel ruminant et il n'avait pas contribué activement à faire naître des illusions sur son propre compte. Comment se faisait-il qu'au cours des semaines écoulées depuis son mariage, Dorothea eût senti avec un abattement étouffant que les vastes perspectives et l'abondance d'air frais qu'elle avait rêvé de trouver dans l'esprit de son mari eussent été remplacées par des antichambres et des couloirs tortueux qui ne menaient à nulle part. Je suppose que c'est parce que pendant les fiançailles, tout est considéré comme provisoire et préliminaire et que le plus modeste échantillon de vertu ou de talent est censé garantir l'existence de précieuses réserves que feront découvrir les amples loisirs du mariage. Mais une fois franchi le seuil, l'attente se concentre sur le présent. Quand on est embarqué pour le voyage conjugal, il est impossible de ne pas se rendre compte qu'on n'avance pas et que la mer n'est pas en vue. Bref, qu'on est en train d'explorer un bassin fermé. Dans leur conversation d'avant le mariage, M. Casaubon avait souvent insisté sur telle explication ou tel détail contestable dont Dorothea n'apercevait pas la portée. Mais ces défauts de cohésion paraissaient dus au caractère fragmentaire de leur relation.
Aussi soutenue par la foi dans leur avenir, avait-elle prêté l'oreille avec une patiente ferveur à l'énumération des arguments qui pourraient être opposés à la vision entièrement nouvelle qu'avait M. Casaubon du dieu des Philistins Dagon et autres dieux poissons. Elle se disait que plus tard, elle considérerait ce sujet si fondamental pour lui du même point de vue élevé. De même, les formules sommaires et le ton dédaigneux avec lesquels il accueillait les idées les plus bouleversantes pour elle s'expliquaient facilement comme découlant de ce sentiment d'impatience qu'elle éprouvait elle-même pendant leur fiançailles. Mais à présent, depuis qu'ils étaient à Rome, la façon qu'avait son mari de commenter les ouvrages étrangement imposants qui les entouraient avait commencé à faire naître chez Dorothea comme une sorte de frisson mental. Il avait peut-être l'intention de s'acquitter dignement de son devoir, mais seulement de son devoir. Ce qui était neuf pour l'esprit de Dorothea était pour lui usé jusqu'à la corde. Et la faible capacité de penser, de sentir qui avait pu être stimulée chez lui par la vie de l'humanité en général, s'était depuis longtemps rétrécie et réduite à une sorte de préparation desséchée, à un inerte embonnement du savoir. Quand il lui demandait « Est-ce que ceci vous intéresse, Dorothea ? Voulez-vous que nous restions encore quelques instants ? Je suis prêt à rester si vous le souhaitez. » Elle avait l'impression qu'il serait également lugubre de rester ou de partir. Ou encore, aimeriez-vous aller à la Farnesina ? Elle contient des fresques célèbres, dessinées ou peintes par Raphaël, que la plupart des gens jugent dignes d'une visite. Mais est-ce que vous les aimez ? Demandait toujours Dorothea. Elles sont, je crois, hautement estimées. Certaines représentent la fable de Cupidon et Psyché, probablement l'invention romanesque d'une période littéraire qui ne peut être, à mon avis, tenue pour une authentique création de mythe. Sorte de réponse énoncée sur un ton mesuré et officiel ne contribuait pas à expliquer les splendeurs de la vie éternelle, ni à permettre à Dorothea d'espérer que si elle en savait plus long à leur sujet, le monde s'illuminerait joyeusement à ses yeux. Et le pauvre M. Casaubon lui-même était perdu dans de minuscules cabinets et des escaliers en colimaçon. Avec son bougeoir devant lui, il oubliait l'absence de fenêtres. Et en rédigeant de sarcastiques observations manuscrites sur les idées d'autres hommes concernant les divinités solaires, il était devenu indifférent à la lumière du jour. Si au moins il avait bien voulu prendre les mains de sa femme entre les siennes pour écouter avec le ravissement de la tendresse et de la compréhension toutes les petites histoires qui constituaient l'expérience de Dorothea, s'il avait accepté de lui donner accès de son côté à la même espèce d'intimité, de sorte que la vie de chacun d'eux fût incluse dans leur connaissance et leur affection réciproque. Malgré toute son aspiration à connaître ce qui était éloigné d'elle et à répandre largement sa bienfaisance, il restait assez d'ardeur à Dorothea pour ce qui était proche d'elle. Et elle aurait pu embrasser la manche de l'habit de M. Casaubon ou caresser le lacet de son soulier s'il avait manifesté son acceptation autrement en déclarant qu'elle avait un naturel très affectueux et véritablement féminin, tout en indiquant bien par le geste courtois de lui avancer une chaise qu'il considérait de telles démonstrations comme un peu primitive et embarrassante. Elle était alors humiliée de se voir en simple victime des sentiments et comme incapable de rien connaître que par leur canal. Toute sa force se dispersait en accès de découragement, d'effort, puis en vision de renonciation plus complète qui transformerait en devoir toutes les conditions pénibles. Pauvre Dorothea, il est certain qu'elle était cause d'embarras, surtout pour elle. Voilà, vous avez peut-être reconnu les protagonistes. C'est un extrait de Middlemarch de George Eliot, aux éditions Folio Classique. Lettre 81, la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Entrée dans le monde dans le temps où, fille encore, j'étais vouée par état au silence et à l'inaction, j'ai su en profiter pour observer et réfléchir. Tandis qu'on me croyait étourdie ou distraite, écoutant peu à la vérité les discours qu'on s'empressait de me tenir, je recueillais avec soin ce qu'on cherchait à me cacher. Cette utile curiosité, en servant à m'instruire, m'a pris encore à dissimuler.
Forcé souvent de cacher les objets de mon attention aux yeux qui m'entouraient, j'essayais de guider les miens à mon gré. J'obtins dès lors de prendre à volonté ce regard distrait que depuis vous avez loué si souvent. Encouragée par ce premier succès, je tâchais de régler de même les divers mouvements de ma figure. Ressentais-je quelque chagrin, je m'étudiais à prendre l'air de la sécurité, même celui de la joie. J'ai porté le zèle jusqu'à me causer des douleurs volontaires pour chercher pendant ce temps l'expression du plaisir. Je me suis travaillée avec le même soin et plus de peine pour réprimer les symptômes d'une joie inattendue. C'est ainsi que j'ai su prendre sur ma physionomie cette puissance dont je vous ai vu quelquefois si étonné. J'étais bien jeune encore et presque sans intérêt. Mais je n'avais à moi que ma pensée et je m'indignais qu'on pût me la ravir ou me la surprendre contre ma volonté. Munie de ces premières armes, j'en essayais l'usage. Non contente de ne plus me laisser pénétrer, je m'amusais à me montrer sous des formes différentes. Sûre de mes gestes, j'observais mes discours. Je réglais les uns et les autres, suivant les circonstances, ou même seulement suivant mes fantaisies. Dès ce moment, ma façon de penser fut pour moi seule et je ne montrais plus que celle qu'il m'était utile de laisser voir. Ce travail sur moi-même avait fixé mon attention sur l'expression des figures et le caractère des physionomies, et j'y gagnais ce coup d'œil pénétrant auquel l'expérience m'a pourtant appris à ne pas me fier entièrement, et qui, en tout, m'a rarement trompé. Je n'avais pas 15 ans. Je possédais déjà les talents auxquels la plus grande partie de nos politiques doivent leur réputation. Et je ne me trouvais encore qu'aux premiers éléments de la science que je voulais acquérir. Vous jugez bien que, comme toutes les jeunes filles, je cherchais à deviner l'amour et ses plaisirs. Mais n'ayant jamais été au couvent, n'ayant point de bonne amie et surveillée par une mère vigilante, je n'avais que des idées vagues et que je ne pouvais fixer. La nature même, dont assurément je n'ai eu qu'à me louer depuis, ne me donnait encore aucun indice. On eût dit qu'elle travaillait en silence à perfectionner son ouvrage. Ma tête seule fermentait. Je n'avais pas l'idée de jouir, je voulais savoir. Le désir de m'instruire m'en suggéra les moyens. Je sentis que le seul homme avec qui je pouvais parler sur cet objet sans me compromettre était mon confesseur. Aussitôt, je pris mon parti, je surmontai ma petite honte, et me vantant d'une faute que je n'avais pas commise, je m'accusais d'avoir fait tout ce que font les femmes. Ce fut mon expression. En parlant ainsi, je ne savais en vérité quelle idée j'exprimais. Mon espoir ne fut ni tout à fait trompé, ni entièrement rempli. La crainte de me trahir m'empêchait de m'éclairer. Mais le bon père me fit le mal si grand que j'en conclus que le plaisir devait être extrême. Et au désir de le connaître succéda celui de le goûter. Je ne sais où ce désir m'aurait conduite, et alors dénuée d'expérience, peut-être une seule occasion me perdue. Heureusement pour moi, ma mère m'annonça peu de jours après que j'allais me marier. Sur le champ, la certitude de savoir éteignit ma curiosité, et j'arrivai vierge entre les bras de M. de Melton. J'attendais avec sécurité le moment qui devait m'instruire, et j'eus besoin de réflexion pour montrer de l'embarras et de la crainte. Cette première nuit, dont on se fait pour l'ordinaire une idée si cruelle ou si douce, ne me présentait qu'une occasion d'expérience. Douleur et plaisir, j'observais tout exactement et ne voyais dans ces diverses sensations que des faits à recueillir et à méditer. Ce genre d'étude parvint bientôt à me plaire, mais fidèle à mes principes et sentant peut-être par instinct que nul ne devait être plus loin de ma confiance que mon mari, je résolus par cela seul que j'étais sensible de me montrer impassible à ses yeux. Cette froideur apparente fut par la suite le fondement inébranlable de son aveugle confiance. Il joignit par une seconde réflexion l'air d'étourderie qu'autorisait mon âge, et jamais il ne me jugea plus enfant que dans les moments où je jouais avec plus d'audace. Cependant, je l'avouerai, je me laissais d'abord entraîner par le tourbillon du monde, et me livrais tout entière à ces distractions futiles. Mais au bout de quelques mois, M. de Merteuil m'ayant mené à sa triste campagne, la crainte de l'ennui fit revenir le goût de l'étude, et ne m'y trouvant entouré que de gens dont la distance avec moi me mettait à l'abri du soupçon, j'en profitai pour donner un champ plus vaste à mes expériences. Ce fut là surtout que je m'assurai que l'amour que nous vante comme la cause de nos plaisirs n'en est au plus que le prétexte.
La maladie de M. de Merteuil vint interrompre de si douces occupations. Il fallut le suivre à la ville où il revenait chercher les secours. Il mourut, comme vous savez, peu de temps après. Et quoiqu'à tout prendre, je n'eusse pas me plaindre de lui, je n'en sentis pas moins vivement le prix de la liberté qu'allait me donner mon veuvage, et je me promis bien d'en profiter. Ma mère comptait que j'entrerais au couvent ou reviendrais vivre avec elle. Je refusais l'un et l'autre partie. Et tout ce que j'accordais à la décence fut de retourner dans cette même campagne où il me restait bien encore quelques observations à faire. Je les fortifiais par le secours de la lecture. Mais ne croyez pas qu'elle fût toute du genre que vous supposez. J'étudiais nos mœurs dans les romans, nos opinions dans les philosophes. Je cherchais même dans les moralistes les plus sévères ce qu'ils exigeaient de nous. Et je m'assurais ainsi de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on devait penser et de ce qu'il fallait paraître. Une fois fixé sur ces trois objets, le dernier seul présentait quelques difficultés dans son exécution. J'espérais les vaincre et j'en méditais les. Je commençais à m'ennuyer de mes plaisirs rustiques, trop peu variés pour ma tête active. Je sentais un besoin de coquetterie qui me raccommoda avec l'amour, non pour le ressentir à la vérité, mais pour l'inspirer et le feindre. En vain m'avait-on dit et avais-je lu qu'on ne pouvait feindre ce sentiment. Je voyais pourtant que pour y parvenir, il suffisait de joindre à l'esprit d'un auteur le talent d'un comédien. Je m'exerçais dans les deux genres, et peut-être avec quelques succès. Mais au lieu de rechercher les vains applaudissements du théâtre, je résolus d'employer à mon bonheur ce que tant d'autres sacrifiaient à la vanité. Je n'ai pas besoin, je pense, de vous présenter l'auteur de l'œuvre. Ils sont chez Rosé. Je ne connais pas, c'est une très vieille édition de 1869 que j'ai dû trouver sur Internet. Alors, quelques lignes d'Edith Wharton. C'est donc très bref, c'est un très beau paragraphe. Alors, peut-être tout peu essentialiste, mais j'avais envie de lire quand même quelques lignes d'Edith Wharton durant cette La nature d'une femme est semblable à une grande maison avec de nombreuses pièces. Il y a le vestibule que tout le monde traverse pour entrer et pour sortir. Le grand salon où on reçoit les visites formelles, le petit salon où les membres de la famille vont et viennent à leur guise. Mais au-delà, bien au-delà, il y a d'autres pièces dont on ne tourne peut-être jamais les poignées de porte. Personne ne sait y aller. Personne ne sait où elle mène. Et dans la chambre la plus reculée, le saint des saints, l'âme se trouve seule dans l'attente d'un bruit de pas qui n'arrive jamais. Voilà, c'est un extrait de Affaires de charme. Quand elle eut pris l'habitude de son professorat, Ursule commença peu à peu à entrer dans une vie nouvelle. Elle irait au collège d'ici 18 mois, puis elle obtiendrait un diplôme universitaire et elle deviendrait peut-être une femme importante, à la tête de quelques mouvements, qui sait. Seul maintenant importait le travail. Son métier d'institutrice devint à la fin presque machinal. Ce lui était toujours un effort lassant, épuisant, contre sa nature. Mais jusqu'à un certain point, il y avait du plaisir, dans le simple oubli que lui procurait l'enseignement, dans l'occupation constante de temps d'enfant à surveiller, de temps de travail, on finissait par s'oublier soi-même. Quand cela lui fut devenu une habitude et que son âme individuelle fut laissée de côté avec sa croissance ailleurs, elle put alors être presque heureuse. Pendant ces 2 années d'enseignement, son individualité se resserra et devint plus cohérente. Pour elle, l'école était toujours une prison, mais une prison dans laquelle son âme sauvage et chaotique devint dure et indépendante. Lorsqu'elle se portait assez bien et ne ressentait aucune fatigue, elle ne détestait pas l'enseignement. Elle se réjouissait le matin
à l'idée de reprendre le mouvement du travail et employait toute sa force pour faire marcher les choses. C'était une sorte de gymnastique vigoureuse. Et son âme était en repos et trouvait un répit durant lequel elle pouvait accumuler des forces nouvelles. Mais les heures de l'enseignement étaient trop longues, les tâches trop pénibles, les conditions de la discipline trop peu naturelles. Elle était devenue très maigre, extrêmement nerveuse. En se rendant à l'école le matin, elle voyait les fleurs encore humides de l'aubépine, les petites graines toutes plongées dans un bain de rosée. Les alouettes faisaient vibrer leurs chants là-haut, sous le soleil nouvellement apparu. Toute la campagne se réjouissait. C'était un outrage que de plonger dans la poussière et la grise lumière de la ville. Alors elle se tenait devant la classe, se donnant à contre-cœur à l'activité de l'enseignement pour diriger son énergie, qui avait soif de campagne, soif de la joie de l'été naissant, vers la domination de 50 enfants, afin de leur transmettre quelques parcelles d'arithmétique. Une légère absence l'enveloppait. Dans le renfoncement de la fenêtre, une jatte emplie de boutons d'or et de mantelets de dames la ramenait dans les prés où les pâquerettes étaient à demi submergées par les hautes herbes. Cependant, il y avait devant elle les visages de 50 enfants. Ils pouvaient ressembler à de grandes marguerites dans l'herbe à demi rose. Il y avait un éclat lumineux sur le visage d'Ursule et un peu de rêve dans sa façon d'enseigner. Elle ne pouvait pas voir distinctement les enfants. Elle se débattait entre deux zones, la sienne, celle d'un jeune été des fleurs, l'autre celle du travail, et le reflet de son propre soleil se glissait entre elle et la classe. Puis la matinée passait dans une étrange impression d'éloignement et de quiétude. L'heure du déjeuner arrivait. Elle et sa collègue Maggie prenaient joyeusement leur repas avec toutes les fenêtres grandes ouvertes. Elles allaient ensuite dans le cimetière de l'église où l'on trouvait un coin d'ombre sous les roses aubépines. Là, elles causaient, lisaient Shelley, Browning ou quelque ouvrage sur la femme et le travail. En retournant à l'école, Ursule vivait encore dans le coin d'ombre du cimetière où les pétales des aubépines au rouge rosé s'étaient éparpillés comme une myriade de minuscules coquillages sur une plage, où la cloche sonore de l'église résonnait, où parfois un oiseau jetait son appel, tandis que la voix de Maggie poursuivait sur un ton doux et plaisant. Ces jours-là, elle était heureuse. Si heureuse qu'elle eût voulu s'emparer de sa joie et la répandre par brassées à la volée. Elle rendait les enfants heureux aussi, avec un petit frémissement de plaisir. Et à ses yeux, les enfants ne représentaient plus alors une classe. Ils étaient des fleurs, des oiseaux, des petits animaux fort animés, des enfants, toutes sortes de choses. Ils étaient tous sauf la classe de 5e. Elle ne se sentait aucune responsabilité vis-à-vis d'eux. Pour une fois, enseigner était un jeu. Et si leur calcul n'était pas juste, quelle importance cela avait-il ? Elle allait choisir une lecture agréable à la place de l'histoire hérissée de dates. Elle allait leur conter quelques contes. Ainsi passait l'après-midi doré, puis Ursule rentrait heureuse à la maison. Ayant terminé sa journée à l'école, elle était libre de se plonger dans le soir lumineux de Cosquet. Elle éprouvait du plaisir à marcher. Mais cela n'avait pas été l'école. Cela avait été jouer à l'école sous les branches fleuries de l'aubépine. Il s'agissait d'un extrait de L'Arc-en-Ciel de Lawrence, aux éditions Imaginaires. Alors, je vais terminer par un texte qui, évidemment, est ironique. Agnès, pour m'écouter, laissez là votre ouvrage, levez un peu la tête et tournez le visage. Là, regardez-moi, là, durant cet entretien. Et jusqu'au moindre mot, imprimez-le vous bien. Je vous épouse, Agnès. Et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée, contempler la bassesse où vous avez été et dans le même temps admirer ma bonté, qui de ce vil état de pauvre villageoise vous fait monter au rang d'honorable bourgeoise et jouir de la couche et des embrassements
d'un homme qui fuyait tous ses engagements et dont à 20 parties fort capable de plaire, le cœur a refusé l'honneur qu'il vous veut faire. Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux le peu que vous étiez sans ce nœud glorieux, afin que cet objet d'autant mieux vous instruise à mériter l'état où je vous aurais mise. Et toujours vous connaître et faire qu'à jamais je puisse me louer de l'acte que je fais. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage, hein. À d'austères devoirs, le rang de femme engage. Et vous n'y montez pas à ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Et ce que le soldat, dans son devoir instruit, montre d'obéissance au chef qui le conduit, le valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur, le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir aussitôt est de baisser les yeux et de n'oser jamais le regarder en face que quand d'un doux regard il lui veut faire grâce. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines dont par toute la ville on chante les fredaines et de vous laisser prendre aux assauts du malin, c'est-à-dire d'ouïr aucun jeune blondin. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne. Que cet honneur est tendre et se blesse de peu. Que sur un tel sujet, il ne faut point de jeu. Et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes malvivantes. Ce que je vous dis là, ce ne sont pas des chansons. Et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Si votre âme les suit et fuit d'être coquette, elle sera toujours comme un lys, blanche et nette. Mais s'il faut qu'à l'honneur elle fasse un faux bond, elle deviendra alors noire comme un charbon. Vous paraîtrez à tous un objet effroyable et vous irez un jour, vrai partage du diable, bouillir dans les enfers à toute éternité, dont vous veuille garder la céleste bonté. Faites la révérence. Ainsi qu'une novice par cœur dans le couvent doit savoir son office, entrant au mariage, il en faut faire autant. Et voici dans ma poche un écrit important qui vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bonne âme. Et je veux que ce soit votre unique entretien. Tenez, voyons un peu si vous le lirez bien.